Bienvenue sur les podcasts d'Alliance, Alliance, le premier magazine de la communauté juive, et à la rencontre de nos invités comme chaque semaine avec une actualité 100% israélienne. David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. Eh bien, ravi de vous avoir à nouveau dans notre studio et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, notamment ce qui fait les titres des médias israéliens et bien d'autres, l'axe de Philadelphie contre les otages. Oui, parce que l'assassinat froid et cruel des 6 otages a, je dirais, ébranlé la conscience israélienne et tout le monde s'est demandé ce qu'il était possible de les sauver et pourquoi ils n'avaient pas été négociés dans un accord avec le Hamas, sachant que les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis aussi poussent un compromis. Eh bien, la question en fait est posée, elle est intelligemment posée, mais nous n'avons pas vraiment de réponse parce que vous souvenez qu'on avait poussé Benjamin Netanyahou à envahir Rafah, le sud, voilà, Rafah oui. En français, oui. Et qu'en fait Netanyahou, suite à des pressions ou à cause de pressions internationales, qu'il avait dit surtout pas Rafah, ne touchez pas à Rafah. Vous vous rappelez Oui, tout à fait. Il y avait effectivement une polémique énorme à ce sujet. Voilà, avait mis 4-5 mois à prendre la décision. D'ailleurs, une décision qui était judicieuse, qui était justifiée absolument. Et je me rappelle très bien d'ailleurs des estimations qu'on aurait des centaines de soldats morts, tout compte fait. Très très rapidement, cette région, cet axe qu'on appelle l'axe de Philadelphie, donc c'est cette frontière de 13 km 800 qui sépare la bande de Gaza des territoires égyptiens de l'Égypte, eh bien la conquête a fait, je me rappelle, quelques pertes, mais pas du tout ce qu'on estimait. Oui, en fait, on a tout fait pour nous décourager. Voilà. Et puis maintenant, quelques mois après, l'axe de Philadelphie est devenu, je dirais, un enjeu primordial pour Netanyahou, selon ses dires, selon ce qu'il a déclaré dans sa conférence de presse. Si on quitte l'axe de Philadelphie, c'est comme si on avait perdu la guerre, qu'on n'avait rien fait jusqu'à maintenant. Or, avec une crainte que les otages seraient passés par l'axe de Philadelphie pour être envoyés en Égypte, ce qui semble tout à fait peu probable, parce qu'il l'aurait fait il y a bien longtemps. Alors, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs que cet axe de Philadelphie a servi pendant des années, non seulement à la construction de tunnels entre l'Égypte et la bande de Gaza pour de la contrebande d'armes, de missiles, de roquettes et de béton pour construire ces tunnels, et que une partie de l'économie égyptienne fonctionnait sur le passage ou le droit des passages de ces marchandises. Et ça, l'Égypte n'est pas prêt à le reconnaître, mais il y a une grande responsabilité de la part des Égyptiens, sachant que nous aussi, nous étions au courant, il ne faut pas se leurrer de ces passages-là, et que nous fermons les yeux. Alors, encore autre chose, une dernière chose qui est importante de comprendre, c'est que on l'a déjà dit, les différents services de défense-sécurité estiment qu'en dans le premier stade de l'accord qui va durer 42 jours pour libérer plus d'une trentaine d'otages vivants, eh bien, en 42 jours, le Hamas n'aura ni le temps de reconstruire des tunnels et qu'il n'y a plus de passage parce que maintenant, si vous voulez, les Égyptiens sont montrés du doigt et ont repris la main sur ce qui se passait. Donc on voit mal maintenant de la contrebande arriver aujourd'hui comme c'était le cas avant le 7 octobre. Et donc on ne comprend pas en fait pourquoi Netanyahou s'entête à tout prix à vouloir assurer une présence des soldats israéliens, sachant que au bout du 42e jour, le 43e jour, nous pouvons très facilement, je dirais bien très facilement, reconquérir cet axe-là ainsi que le sud de la bande de Gaza. Et l'impression qu'on a, Claudine, c'est que nous nous trouvons dans une inertie qui, en fait, je dirais, rend service à tout le monde. C'est-à-dire que Netanyahou, bien tant que la guerre continue, on l'a dit à ce micro, pas de commission d'enquête, puisque la guerre continue. Pas de commission d'enquête, donc pas de démission et pas de prise de responsabilité de la part des organes de la défense et de la part de l'échelon politique. Et donc on va se retrouver, comme on l'avait dit d'ailleurs dans ce micro, si vous vous rappelez, on va se retrouver en octobre 2026 dans un état de guerre, où là il y aura des élections et le peuple israélien pourra enfin
donner son opinion sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe depuis le 7 octobre. Merci beaucoup David, mais j'aimerais bien revenir justement sur cet accord, parce que figurez-vous qu'il y a eu un accord le 27 mai qui a été amplement modifié par Netanyahou. Sur 6 points, il en a modifié 5. Évidemment, étant persuadé qu'il y aura un rejet du Hamas. Alors, est-ce que c'est, soyons clairs, est-ce que c'est cette modification qui a permis l'exécution de nos otages, ou est-ce que les deux événements sont totalement séparés? Ou est-ce que c'est vraiment l'approche de l'armée dans les tunnels qui a fait paniquer les membres du Hamas au point d'exécuter jusqu'à 6 balles à bout portant dans la tête des otages? Il faut le savoir, ce sont des détails horribles, mais il faut le préciser pour qu'on prenne conscience de l'horreur dans laquelle nous vivons. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui a précipité l'assassinat de ces 6 otages? Est-ce que c'est la présence de soldats? D'autres estiment que c'était peut-être aussi un plan étudié pour faire fléchir le gouvernement par la pression populaire israélienne. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs de la part des proches du Premier ministre Netanyahou, c'est-à-dire de jouer le jeu du Hamas qui essaie justement d'envenimer et de faire pression sur la population en Israël pour qu'elle-même sorte dans la rue, manifeste comme on le voit aujourd'hui. D'accord, pour aggraver la fracture. Ça, on ne le saura probablement jamais. D'accord. Sauf si on arrive à attraper vivants les assassins qui ont exécuté cet ordre-là. Bien sûr. De ce qu'on sait des otages qui sont revenus, c'est que les ravisseurs rassuraient en quelque sorte, dans certaines circonstances, les otages en leur disant on ne vous tuera pas, si on meurt, on mourra ensemble maximum, ou on mourra avant vous, mais on ne vous tuera pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre de tuer les otages, tout compte fait, avant que des soldats israéliens n'arrivent. Donc on ne saura pas, il est fort à parier probablement que l'approche de soldats israéliens ait déclenché cet assassinat. Mais ce que je voulais dire pour répondre à votre question, c'est que, en tous les cas, quand on regarde le Hamas, on observe le Hamas et le gouvernement israélien, personne n'a intérêt aujourd'hui à un accord. Les deux sont contents de cette situation. Tout d'abord, Sinwar espère encore dans un fantasme que la région s'embrase. Vous savez que dans le Nord, on n'a jamais autant tiré de roquettes et de missiles. Le Nord est dans une situation catastrophique. Totalement. Catastrophique à tous les points de vue. Et que l'Iran n'a pas encore dit son dernier mot, parce qu'elle menace encore de réagir. Et donc, Sinwar, son dernier espoir reste un embrasement de la région. Et ça, il y tient. Donc, tant qu'il ne sera pas sûr que cet embrasement aura lieu, il n'y a aucune raison qu'il fasse un effort. Entre et nous, guillemets. pourquoi nous aurions intérêt à prolonger? Parce que le gouvernement tombera en cas d'accord. Le gouvernement tombera parce que Smotrich et Ben Gvir l'ont annoncé. Ils ne siégeront pas dans un gouvernement qui fera un accord et qui quittera l'axe de Philadelphie ou une partie de la bande de Gaza. Et donc Netanyahou, s'il veut conserver son gouvernement, il n'a pas intérêt, mais vraiment pas intérêt, à qu'un accord ait lieu pour sauver 30, 40, 50 ou même 100 otages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de médias surnomment l'axe de Philadelphie, en fait, l'axe de Mostrich et Ben Gvir. En réalité, c'est pour masquer la crainte, comme vous le disiez si justement, parce que la coalition tombe. En l'occurrence, si Smotrich, donc Bezalel Smotrich part et Ben Gvir, évidemment, les élections seront donc imminentes. Mais il y a tout de même quelque chose sur lequel je voudrais revenir, toujours pour ces 6 otages qui étaient, il faut le savoir, sur la liste des personnes qui devaient être libérées. Comment se fait-il que nous soyons arrivés à une telle tragédie? Est-ce que nous avons au moins un semblant de réponse alors qu'ils étaient prévus à être libérés? La politique est machiavélique, elle est cynique, vous savez, et quand on arrive dans ce genre de situation, quand on arrive à enfin prendre le pouvoir, est-ce qu'on est prêt à le sacrifier pour des otages, pour quelques vies, alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le jour où on a annoncé l'assassinat des 6 otages, il y a eu 3 Israéliens qui ont été tués, 3 policiers. Tout à fait, le jour même, il y a eu un attentat, absolument. À Hebron. Et en fait, dans la conscience collective, tout ça, c'est de la psychologie collective. C'est très intéressant. Ces 3 policiers, pères de famille, mères de famille, qui ont été tués, on n'en a presque pas entendu parler. Ils sont, je dirais, vulgairement, ils sont passés à l'as par rapport aux 6 otages. Pourtant, leur vie ne vaut pas moins que, évidemment, celle des otages. Mais il y a, si vous voulez, un terrain traumatisant, psychologiquement parlant,
du fait que ces 6 otages aient été enlevés, je dirais, en pyjama dans leur maison ou au milieu d'une fête de danse, et qu'ils aient survécu ces 320 ou 30 jours et qu'on puisse les assassiner froidement. Donc, la politique est machiavélique, elle est cynique, et pour l'instant, je pense que l'un des grands talents de Netanyahou, c'est de survivre politiquement. Ça fait presque 3 décennies qu'il est avec nous. Enfin, franchement, soyons clairs. Pensez-vous réellement que ce soit pour ça, juste pour survivre politiquement, ou du moins d'échapper à ces casseroles et à ces évidents procès qui risquent effectivement de le poursuivre encore des années? Pensez-vous que c'est pour cela qu'il sacrifie des vies? On a du mal à le croire. J'ai l'impression que la ficelle est un peu plus grosse que cela. Je veux dire, j'imagine que c'est bien autre chose qui se trame derrière et pas forcément quelque chose de très propre. Dans la situation où se trouve aujourd'hui le Hamas, je ne vois pas comment en 1 mois, 2 mois, 3 mois, le Hamas va ressusciter et va redevenir une immense menace pour l'État d'Israël. Ça veut dire que tactiquement, il aurait peut-être fallu être pragmatique, c'est-à-dire même leur donner le sentiment qu'ils ont gagné quelque chose. Et vous savez, maintenant, nous sommes totalement libres d'intervenir dans la bande de Gaza. C'est terminé. Il n'y a plus vraiment de frontières qui nous obligent à respecter, entre guillemets, la souveraineté du Hamas. Alors justement, que fait-on? Qu'attendons-nous? Est-ce que c'est véritablement pour sauver vous voulez vraiment que je sois cynique et machiavélique? Je voudrais que vous soyez beaucoup plus... On attend octobre 2026 pour que des élections qui sont obligatoires, obligatoires, arrivent, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend. On survit. Le gouvernement survit D'accord. À chaque fois, de toute façon, qu'un ministre se déplace, il est hué. Oui. Le ministre de l'Éducation, Kish, a rendu visite dans une école. Il a été obligé de rentrer par une porte à l'arrière. Vous voyez la cérémonie du 7 octobre où les producteurs, chanteurs, artistes déclinent la proposition, l'invitation officielle du gouvernement. Donc ce gouvernement essaye de survivre tant qu'il peut. Quand on voit même les sondages, Smotrich ne passe pas le seuil d'éligibilité aux prochaines élections. Donc, vous voyez, la coalition actuelle sera une opposition qui va perdre énormément de députés parce que la situation est très mauvaise. Et encore une fois, on n'a même pas, dans le cadre de ces quelques minutes, abordé le nord du pays qui est à l'abandon. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé sur Alliance. Et les habitants qui ne veulent plus revenir ou qui veulent partir et qui n'ont plus d'avenir dans ce nord du pays où le système éducatif lui aussi est en grève, ce qui rajoute encore un peu à l'incompréhension. 400 000 élèves sont en grève, des élèves qui n'ont pas été à l'école pendant près de 2 ans de corona, et maintenant se retrouvent dans une grève qui, d'après les observateurs, va prendre plusieurs semaines à se régler. Vous vous rendez compte quand même qu'on a eu 2 mois de vacances. On se demande où était le gouvernement. À ce moment-là, oui, tout à fait. Donc on peut dire qu'Israël est dans un certain chaos politique. Qu'est-ce qui nous sauve alors? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de survivre? C'est pas un chaos, parce qu'il y a une survie politique, il y a une certaine stabilité dans le sens où le gouvernement n'est pas menacé dans sa coalition tant qu'on fait rien. Tant qu'on fait rien, tout va bien. Si vous dites, l'inertie protège la survie du gouvernement. D'accord, mais en même temps, est-ce qu'elle nous protège? Est-ce qu'elle protège les citoyens? Alors, elle ne nous met pas évidemment en danger, sauf qu'elle coûte la vie de plusieurs soldats. Et on se demande, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Les objectifs de Netanyahou, c'est-à-dire une victoire totale et le retour des otages, n'est pas pour l'instant d'actualité. N'est pas à l'ordre du jour. Oui. Et ramener la souveraineté sur le mont du Temple, moi je veux bien, mais d'abord qu'on la ramène dans la Galilée. Par exemple. Dans les frontières qui sont des frontières reconnues, acceptées par l'ensemble du monde entier et qui sont nos villages, nos villes qu'on a construits. Et il y a plus de 1000 maisons qui ont été détruites dans le nord. Et ça continue. Sans parler des incendies, sans parler de... Enfin, c'est une situation qui est absolument ahurissante. Et il y a des solutions. Dans la bande de Gaza, il y a un général, il n'y a pas longtemps, qui a proposé de vider la population de la bande de Gaza du nord, c'est-à-dire de les faire passer tous au sud, hommes, femmes et enfants, après dans des couloirs humanitaires, en leur donnant à manger, de stopper dans le nord de la bande de Gaza toute aide humanitaire, et les 5 derniers 1000 soldats du Hamas qui veulent rester là-bas, terroristes du Hamas, qui veulent rester dans le nord de la bande de Gaza, après leur sort sera joué. Si vous voulez, après ramener la population dans le nord quand le nord sera complètement épuré. Enfin, je veux dire, il y a des choses à faire.
qui seraient utiles et qui pourraient faire avancer justement l'objectif que s'est fixé Netanyahou, c'est-à-dire la victoire totale. Complète. Voilà. Eh bien écoutez, mon cher David, merci beaucoup pour cet éclairage sur notre actualité. On vous retrouvera très prochainement sur notre antenne. Je vous souhaite un bon Shabbat et à très vite. Merci. Alors, je voudrais quand même parler de votre livre. On en a parlé la semaine dernière. Parlez-nous un petit peu de votre livre. Les quelques critiques que j'ai reçues, parce que les gens n'ont pas encore eu le temps de le lire, il est sorti officiellement le 28 août dernier, donc il y a quelques jours. Eh bien, les critiques sont élogieuses. Alors, je ne sais pas, c'est parce que ce sont des gens qui m'aiment beaucoup ou qui aiment le livre. En tous les cas, je crois que le livre touche beaucoup de gens et c'est à peu près tous la même critique. On apprend beaucoup de choses. Donc, si vous voulez apprendre autrement que de regarder des petits films vidéo sur le téléphone, achetez le livre. Et c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup réfléchi aux thèmes, aux idées, aux arguments. Bien sûr. Et c'était en fait le fruit d'une très longue réflexion de plusieurs années que je voulais mettre sur les pages. Alors, il faut le commander soit sur le site de Auteurs du Monde, et soit en librairie où il a déjà été distribué. Magnifique, vous pourriez juste nous donner le titre, mon cher David? Alors, ça s'appelle 16 idées reçues sur le judaïsme, mythes et réalités du peuple juif en 16 questions. Voilà. Merci beaucoup, David. À la semaine prochaine. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci d'avoir suivi avec nous ce nouveau podcast d'Alliance, le premier magazine de la communauté juive sur Internet. À la semaine prochaine.